C'est une activité qui est cyclique. C'est une valeur effectivement qui a plutôt mieux performé que les deux précédentes dont on a parlé, mais sur lequel on reste très positif pour plusieurs raisons. Déjà, le cycle est en train de s'améliorer. On va avoir de la croissance de volume. Alors, c'est pas des volumes, c'est une croissance débridée, mais c'est déjà des volumes positifs. Un effet prix qui, lui, également est positif. Et on en parlera peut-être à la fin sur la perspective, mais une croissance en Europe qui a l'air d'être mieux embarquée avec toutes les réformes qui sont en place. Et donc là, on aura un effet de levier, comme sur toutes les valeurs cycliques, qui se traduira significativement sur la génération de cash. Bonjour, bienvenue sur Investir TV, notre émission Bourse, où les gérants professionnels des marchés viennent nous partager leur expertise, leurs convictions. Aujourd'hui, c'est Pierre Nebout, qui est Head of Public Equity chez LBO France, que nous accueillons. Pierre, bonjour. Bonjour. Peut-être deux mots d'abord sur LBO France. Oui, donc LBO France, c'est un fonds de private equity. Et l'idée, c'est d'appliquer un peu les méthodes du private equity au monde du coté. Tout simplement parce que les objets qu'on regarde, c'est les mêmes, qu'ils soient cotés ou non cotés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire faire nos due deals de façon sérieuse, de faire de la recherche en interne, se faire challenger par les équipes de private equity, un peu comme si on allait faire un retrait de cote sur une société qui est cotée. Et surtout, un peu comme le fait le private equity, accompagner ces sociétés, comme si c'était des participations, on est bien sûr très minoritaire, mais pour essayer de faire en sorte que ce qu'on a repéré comme un levier de valorisation se mette en œuvre. D'accord, original comme approche. Alors, il y a un an à peu près, vous étiez venu nous partager trois valeurs. Donc la première, on va faire un petit droit de suite, rapide. Ouais. La première, c'était Trigano. Vous en êtes tous sur Trigano? Alors on va commencer par les valeurs qui n'ont pas forcément effectivement bien fonctionné, mais on reste totalement convaincu sur Trigano. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? Ils ont finalement réalisé l'acquisition qu'on attendait de la partie BioHabitat, donc les maisons, les mobil-homes, pardon. Donc ça leur donne une situation de leader comme ils l'ont déjà sur la partie des camping-cars. Deux segments qui sont vraiment sur lesquels on est sur des tendances structurelles de très bonne qualité, donc une bonne visibilité. Alors vous visiez un x2, là on est sur un an, on est à moins 13% environ, moins 2% depuis le début de l'année, donc ça remonte un peu. Vous visiez un x2 toujours sur la valeur? On reste toujours très, très positif, ça peut paraître agressif, mais on est sur une valeur qui se valorise extrêmement mal. On doit être à peu près à 5 fois l'EBITDA 2025. Donc, ce qui est quand même significativement très, très décoté, malgré un bilan de bonne qualité qui leur permet de faire des opérations de croissance externe et une visibilité, même si elle a été un peu heurtée par des phénomènes de stockage, déstockage après les effets post-Covid, mais qui sont en train de se résorber. Donc on reste très très confiant sur la valeur. D'accord, le marché finira par la repérer. Deuxième valeur, alors qui a été qui a eu un été, enfin en tout cas une année compliquée, c'est Énergie qui s'est fait fermer sa chaîne. Oui, alors effectivement, le marché s'est un peu focalisé sur l'arrêt de la licence, puisqu'elle doit... Énergie 12. Énergie 12. C'était nous, on tablait pas tellement sur. Oui, la partie télé n'était pas. La partie télé est vraiment mineure. Ce qui est gênant, c'était que c'était une partie de l'activité qui avait été remise à flot, qui était juste au break-even et qui là de ce fait se retrouve. Oui, c'est une mauvaise nouvelle qui en général est mal interprétée par le marché. Donc là, l'idée qui nous plaît plutôt, c'est que le management a pris la décision, probablement, c'est pas encore acté, mais de sortir complètement de la télévision. Oui, ils veulent même, vendre l'autre chaîne qu'ils ont, Chérie 25. Donc pour se consacrer essentiellement à ce qui fonctionne très très bien, le média radio que tout le monde connaît, et les tours de relais de distribution de la radio qui sont moins connus, mais qui a une valeur d'infrastructure très forte. Donc une valeur toujours très très décotée, beaucoup de cash au bilan, quasiment la moitié de la capitalisation qui est représentée par ce cash. Il y a même de l'immobilier, donc
c'est une valeur sur laquelle on peut vraiment dormir très tranquille, sur laquelle il y aura une sortie à un moment donné, la succession du PDG, succession, ou une sortie d'actifs, etc. Donc une valeur d'actifs avec un rendement qui est très, très, très sympathique pour attendre ces histoires. Alors, troisième valeur, c'était Imerys, qui elle est positive, hein, sur un an, plus 7%, depuis le début de l'année, 14%, Ouais. donc qui semble avoir le vent en poupe. Vous en êtes tous sur Imerys? Donc Imerys, je rappelle, c'est des minéraux de spécialité pour l'industrie, donc c'est une activité qui est cyclique. C'est une valeur effectivement qui a plutôt mieux performé que les deux précédentes dont on a parlé, mais sur lequel on reste très positif pour plusieurs raisons. Déjà, le cycle est en train de s'améliorer. On va avoir de la croissance de volume. Alors, c'est pas des volumes, c'est une croissance débridée, mais c'est déjà des volumes positifs. Un effet prix qui, lui, également est positif. Et on en parlera peut-être à la fin sur la perspective, mais une croissance en Europe qui a l'air d'être mieux embarquée avec toutes les réformes qui sont en place. Et donc là, on aura un effet de levier, comme sur toutes les valeurs cycliques, qui se traduira significativement sur la génération de cash. C'est pas trop endetté Non, c'est une valeur qui a justement sorti beaucoup d'actifs qui étaient très cycliques, donc ça a réduit son profil de cyclicité. Et le marché était peut-être un peu distrait par tout un tas d'opérations, notamment dans le lithium, qui avait fait beaucoup de buzz avec la perspective d'équipement en lithium pour les batteries. Donc beaucoup d'activités, beaucoup de bruit autour de ça, qui maintenant se retourne un peu puisqu'il y a moins d'enthousiasme sur le véhicule électrique. Je pense que le marché peut-être se refocalisera sur le cœur de métier de Imerys, qui est en train d'avoir une inflexion beaucoup plus positive, ce qui devrait se traduire par de la génération de cash que le marché attend depuis longtemps. D'accord. Alors aujourd'hui, dans votre escarcelle, vous avez apporté deux nouvelles valeurs. Oui. Donc c'est Fnac Darty. Alors comment se comportent les produits culturels, équipements électroménagers? Donc Fnac Darty, pas besoin de le présenter, tout le monde le connaît bien, donc de la distribution. Donc il faut avoir en tête, c'est quand même un groupe qui fait plus de 10 milliards de chiffre d'affaires, avec une opération récente sur son équivalent italien Unieuro. Donc là, essentiellement sur de la distribution de produits d'équipements du foyer. C'est des marges, bien sûr, dans la distribution qui sont plus faibles, donc pas tellement de croissance, c'est ce que le marché n'aime pas trop dans des dossiers comme ça, mais qui génère énormément de cash. Donc c'est un dossier qui a lui aussi peu de dettes, qui vient de faire une opération avec son actionnaire principal, son premier actionnaire plutôt, Kretinsky, qu'on sait être actif sur les marchés européens. Qui lui permettra de faire d'autres opérations, de continuer son rôle de consolidateur. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a des activités de service qui sont très bien margées. Peut-être vous avez la carte Dartymax, qui donne une récurrence de chiffre d'affaires avec des marges de qualité et qui devraient se valoriser, qui ne sont pas vraiment intégrés dans le cours de bourse actuel de Fnac, et qui, à mon avis, devrait bénéficier là aussi d'un regain de croissance qu'on observera à partir du deuxième semestre et avec un effet plein sur 2026 et 2027. Et donc c'est des dossiers également très sensibles à la consommation et on sent que le consommateur va devenir un peu plus positif après la déprime qu'on a connue ces dernières années. D'accord. Alors, l'autre valeur, c'est Quadient. Alors, Quadient, c'est l'ex-Néopost, c'est une machine à franchir, mais personne n'oblitère le courrier. Voilà, oui. Alors, bien sûr, pourquoi s'intéresser à un groupe en déclin clairement, l'essentiel du chiffre d'affaires reste encore sur cette partie-là. Donc, c'est des machines à franchir qui sont installées dans des PME, où on envoie encore du courrier. Où on envoie encore du courrier, etc. Ça c'est condamné à terme. Bien sûr, il y a un déclin qui est écrit. C'est bien sûr pas cette histoire qu'on achète. Il faut être très prudent quand on a des histoires en déclin. Mais c'est un groupe qui a su justement se réorienter avec c'est des machines à cash, des cash-co comme on dit. Et avec tout ce cash généré par cette activité qui reste encore très rentable, notamment avec le leasing des machines.
Et vous parliez de facturation électronique, ils ont investi et développé une activité de dématérialisation des factures qui est assez significative. Il faut avoir en tête qu'il y a un petit comparable qui s'appelle Esker, qu'on connaît bien sur le marché des small cap cotés en France, qui a fait l'objet d'un retrait de cote par C'est un retrait, c'est pas une OPA, hein, c'est un retrait. OPA suivi d'un retrait par le fondateur et également des fonds d'investissement. Oui, qu'on a déjà reçu ici sur l'Histoire TV. Et qui s'est fait à une valorisation qui est très forte. Même si on applique uniquement la moitié des multiples, ça s'est fait sur des niveaux de mémoire, c'était à 60 fois les résultats même si on applique la moitié de ces multiples à l'activité de Neopost de Quadient, on arrive à un potentiel de progression qui est significatif. D'accord, quelque part ils réussissent un peu leur transformation comme la Poste réussit la sienne. Tout à fait, oui, c'est toujours délicat et alors, ça a pris du temps, c'est pour ça qu'on n'y est rentré qu'en fin d'année dernière. Quand on a eu la conviction que justement cette activité prenait le relais de la partie machine à franchir. Donc quand on regarde le groupe, nous on valorise la machine à franchir sur un horizon très borné, 5-6 ans, et ensuite on estime qu'il n'y aura plus d'activité pour être prudent. Et le relais est pris par Et avec cette activité de logiciel, qui est beaucoup mieux valorisée que l'activité de machine à franchir, ça cote aujourd'hui autour de 17, on pense qu'on peut aller autour de 30 de façon raisonnable, pas d'ici la fin du mois, mais avec une fois que la stratégie, il y a beaucoup d'effets de levier avec le développement, c'est des activités qui peuvent améliorer leur marge, leur EBITDA, leur free cash flow très, très significativement. Pierre, pour conclure, un petit sentiment de marché ? Oui, alors c'est vrai que je ne dois pas être le seul à parler du retour des small caps, et c'est vrai qu'on en parle depuis longtemps. Depuis le temps qu'on l'attend. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'éléments, déjà dans la géopolitique, avec la perspective d'un arrêt de la guerre en Ukraine, je pense que c'est quand même un élément majeur. Ça a mis une prime de risque sur le continent qui est assez importante, avec un coût matières premières, énergie qui a significativement dérapé. Ce qui se passe en Allemagne, on a un vote aujourd'hui sur l'arrêt du frein à la dette et structurel. C'est pas juste que pour l'armement. Que pour l'armement, c'est pour les infrastructures, avec un effet de déploiement sur l'ensemble des pays européens, du commerce intra-européen qui va, par effet de ce qui se passe aux États-Unis, se replier un peu. Donc il y a beaucoup d'effets d'entraînement. Donc ça, on considère qu'on va avoir enfin de la croissance en Europe, ce qu'on n'a pas eu pendant des années. Alors qu'aux États-Unis, on est plutôt en train de ralentir avec les mesures qui sont prises actuellement. Donc ça veut dire, pour des entreprises de petite taille, souvent beaucoup plus domestiques que des grands groupes multinationaux, c'est un élément favorable. Et on a toujours une politique de taux qui est aussi assez accommodante en Europe, et pourrait l'être encore davantage. Donc tout ça, ça fait quand même un mix qui est très favorable pour les petites valeurs. Il y a un retour de balancier, mais toujours dans une optique de stock picking. De stock picking, de moyen terme, bien sûr. Et on le voit depuis le début de l'année, on a quand même des marchés, jusque-là on avait des small caps qui sous-performaient les large caps, avec une France qui sous-performait l'Europe et qui sous-performait beaucoup plus massivement les États-Unis. Là on est en train d'inverser cette hiérarchie et probablement, je pense pas que ce soit uniquement une histoire de quelques semaines. Pierre, merci. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Histoire TV avec vos invités.